Mes chers amis, il y a 40 ans s'achevait la guerre, il y a 20 ans naissait le DLR, c'est une journée particulière aujourd'hui, une journée anniversaire. Pour les uns, c'est toute une vie, pour les autres, c'est une tranche de vie que jalonnent ces deux périodes. L'histoire de chacun de nous est étroitement liée aux trois contextes que je voudrais évoquer. Le contexte économique général, le contexte professionnel et notre contexte syndical. Trois domaines dont l'évolution connaît un parallélisme évident et au terme de laquelle il me paraît important et intéressant de faire le point. Trois contextes, mais aussi trois périodes, trois grandes périodes, on pourrait dire de la libération de 1945 aux années 50, des années 60 à la crise qui a débuté en 1974, et puis de 1974 à aujourd'hui. D'abord de 1945 aux années 60. Le paysage économique de la France est marqué par les besoins de la reconstruction, par l'essor qui en résulte pour les entreprises et par l'afflux des techniques américaines qui déferlent sur l'Europe. C'est l'époque des gros chantiers, des aérodromes, des routes, des centrales thermiques et hydrauliques, de la reconstruction des usines, etc. Le taux de croissance, ça fait rêver aujourd'hui, était alors de 4 à 5% par an. Nous étions dans un marché de vendeurs. Des années 60 aux années 74-80. Après la secousse de 1968, l'économie repart. Mais les grands chantiers de construction, eux, se ralentissent. Le taux de croissance se maintient, mais l'inflation est plus forte, de 3 à 4% entre 60 et 67. Elle passe ensuite à une fourchette de 4 à 6%. 1974. C'est la période la plus récente que nous venons de vivre et qu'il est donc inutile de développer outre mesure. Il serait fastidieux de procéder à une récapitulation énumérative des actions de notre syndicat. Je me contenterai donc, là aussi, de brosser une sorte de synthèse à partir de trois observations. Première observation, le DLR est un syndicat vivant et dynamique, ce qui n'est pas le cas de tous les syndicats professionnels, sont marqués du signe de la persévérance. Précisément, cette existence dynamique et nourrie fait l'objet de cette troisième observation. On peut considérer trois étapes fondamentales dans la vie du DLR qu'il est intéressant de mettre en évidence. Ce ne sont pas vraiment trois étapes chronologiques, mais plutôt trois phases qui se caractérisent différemment et se chevauchent parfois. Je parle des réalisations pour les loueurs, je vous informe que nous avons pris l'initiative d'organiser une réunion annuelle nationale intéressant les loueurs. Elle aura lieu cette année au mois d'avril ou au mois de mai, soit à Paris, soit dans une autre grande ville facile d'accès. L'année prochaine, cette réunion pourra avoir lieu la veille de l'Assemblée générale. Ce sera à vous d'en décider. Je pense ainsi satisfaire un grand nombre de nos membres loueurs qui souhaitent débattre au niveau national des problèmes inhérents à la location. Troisième phase et dernière, qui constitue à la fois une politique de perspective et d'ouverture. En conclusion, voilà, mes chers amis, 20 ans après, ce qu'est devenu votre syndicat au milieu d'un monde perturbé. L'économie a connu son point haut dans les années 50-60. À partir de là,
nous avons vu ralentir la croissance. Les industriels et les entreprises clientes se sont montrés plus exigeants. Ils ont inspiré la création de réseaux de distribution. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, nés à cette époque en tant que concessionnaires, et nous avons aussitôt baigné dans une atmosphère de concurrence farouche. Puis la crise est arrivée en 1974, aggravée en 1981, et aujourd'hui, nous devons nous interroger sur l'avenir. Comme on le voit, dès la mise en place des véritables réseaux de distribution, ceux-ci ont été confrontés à des problèmes économiques et à des problèmes spécifiques. À peine créé, le DLR s'inquiétait déjà d'ailleurs de l'avenir de la profession. À notre Assemblée générale du 25 janvier 1970, Jacques Pernilleux s'écriait déjà « Quel sera le genre dans 10 ans des entreprises de travaux publics et du bâtiment? Quel sera leur nombre, leur importance, leurs impératifs, leurs méthodes, et quelle sera, parallèlement, l'évolution que nous aurons eu à constater en amont de vos sociétés, c'est-à-dire de vos fournisseurs, qui, eux, auront évolué en nombre par une concentration, en importance et vraisemblablement aussi en méthode pour la vente du matériel de travaux publics. » Parole prophétique. Prenant conscience de la crise qui se développait ces dernières années et que pourtant Jacques Pernilleux ne pouvait pas prévoir, le DLR a donc décidé de regarder les choses en face. Il en est sorti l'opération Montvillargène, dont les effets se manifestent peu à peu. Des opérations de regroupement se sont réalisées, d'autres sont en cours. Le rôle confié à M. Painvin aura permis non seulement d'aider à ces rapprochements, mais aussi, et peut-être surtout, de remuer des idées, de faciliter les réflexions et d'ouvrir les dialogues entre nous. Certes, en 1985, les affaires ont été moins mauvaises, une certaine reprise est constatée, mais ne nous y trompons pas, quelque reprise qu'il y ait, nous restons loin des niveaux d'activité d'il y a 15 ans. Les ressources publiques mettront du temps à se reconstituer pour pouvoir servir aux ouvertures de chantiers dont nous aurions tant besoin. La dette publique reste de 110 milliards en 1986, je rappelle qu'elle était de 20 milliards en 1980. Le déficit réel de nos finances publiques hors sécurité sociale est encore de 200 milliards de francs. S'il est vrai que la balance des comptes est à peu près équilibrée, c'est parce qu'elle intègre les services, les transports, les assurances, le travail bancaire, le tourisme. Mais la balance commerciale, celle qui est le reflet de notre aptitude aux exportations industrielles, elle reste déficitaire en 85, au même niveau qu'en 84, de l'ordre de 24 à 25 milliards. Nos parts d'exportation dans le commerce mondial, enfin, sont descendues de 9,3% en 1978 à 7,6% en 1985. Voilà pourquoi l'idée de relance véritable, d'une relance véritable, paraît exclue. Quant aux bâtiments et aux travaux publics, ils restent encore en retard sur l'ensemble de l'activité économique. Seul un vieillissement du parc explique certains renouvellements de matériel, encouragés par ailleurs par l'existence de quelques projets importants, tels que le TGV Atlantique, de gros chantiers parisiens. D'où de meilleures ventes en 1985 chez nos constructeurs. Je souhaite, et je crois, que nous allons vers des jours meilleurs, à condition bien sûr que la vie politique et sociale ne vienne pas tout compromettre. Mais en tout état de cause, parce que le visage du marché a profondément changé, côté fournisseur et côté client, parce que l'offre
reste largement supérieure à la demande, parce que le concessionnaire reste coincé entre des contraintes de part et d'autre, il me paraît toujours aussi indispensable de modifier nos habitudes trop individualistes, de nous orienter inlassablement vers des conceptions nouvelles de la distribution. Nous devons de plus en plus nous renforcer par des regroupements, remplacer le dialogue de concessionnaire à concédant par tout simplement de véritables dialogues d'entreprise, nous rapprocher en cela de la position de nos amis les loueurs, qui d'ailleurs se tirent d'affaire beaucoup mieux que les négociants dans la conjoncture présente. J'ai tenu, en ce 20e anniversaire du DLR, à brosser devant vous cette fresque des 20 dernières années, plus longuement que vous ne l'auriez souhaité, sans doute, trop raccourcie cependant. Le DLR a grandi, grâce à vous tous, qui lui êtes fidèles, et grâce à ceux qui lui consacrent beaucoup de leur temps. Un groupe de fondateurs autour du président Garretier ont eu le mérite de le créer. Tous ensemble, vos prédécesseurs ou vous-même, chacun à sa place et chacun en son temps, vous avez eu le courage et la volonté de maintenir et de développer votre syndicat. Nous sommes fiers aujourd'hui de la place qu'occupe le DLR, de ses réalisations, de sa réputation. Pour ma part, j'ai œuvré de bon cœur, grâce à la confiance que vous m'avez toujours accordée, et j'en retire la plus vraie des richesses, la richesse de votre amitié.